Bienvenue sur ce plateau de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous. Je ne le cesse de le répéter, le rendez-vous, c'est une opportunité que Antenne A donne à tout Congolais qui milite pour l'émergence de ce pays de pouvoir s'exprimer librement par rapport à l'actualité, par rapport à un sujet donné, le sujet qui défraye la chronique. Pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Kayamba Chichi Douba, qui est professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale et chef du département de droit privé et judiciaire. Il est aussi directeur du Centre congolais d'études et recherches constitutionnelles. Avec mon invité sans tergiverser, nous allons parler de nécessaire par rapport au processus électoral de 2023, contraintes et perspectives. Bonjour professeur. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Bonsoir à ceux qui vont suivre cette émission le soir. Voilà, je viens de vous présenter, mais vous avez des lourdes charges qui trop embrassent mal les trains? Non, c'est corollaire à l'académie que j'exerce. Voilà, l'émission, pour que ça soit un peu bien organisé, c'est une émission qui sera scindée en deux. En deux, dans le sens, nous allons parler du déroulement. En première position, nous allons parler des contraintes auxquelles doit faire face la République démocratique du Congo, notre pays, pour atteindre l'objectif d'organiser les élections en 2023. Là, vous voyez déjà la date. Et puis, la deuxième concerne les réformes électorales consensuelles et les séquençages des opérations électorales. Voilà, professeur d'entre-deux-G, quelles sont les contraintes auxquelles doit faire face la République démocratique du Congo, notre pays, pour atteindre l'objectif d'organiser l'élection en 2023? D'accord, merci madame pour la question. D'entrée des jeux, je dirais que le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, a réitéré, il a martelé son engagement de célébrer les élections à la bonne date, c'est-à-dire selon les échéances constitutionnelles et légales. Nous visons ici l'objectif 2023. Alors la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce que notre pays, la République démocratique du Congo, à ce jour, est-elle préparée pour accomplir cet objectif de célébrer ces élections, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et provinciales dans l'échéance constitutionnelle de 2023. Alors là, il convient de relever quelques contraintes selon les questions que vous me posez. La première contrainte, et celle qui est vraiment cruciale, c'est la contrainte financière. Vous savez, les élections coûtent très cher. Notre pays a-t-il le moyen de financer les élections? Donc, c'est la question liée au financement des élections. Déjà, je vais vous dire que dans ces planifications, la Commission électorale indépendante avait prévu pour les échéances de 2023 un plan de décaissement de l'ordre de 900 millions de dollars pour ces élections présidentielles, législatives et provinciales. Et nous avons aussi l'objectif de coupler ces élections avec les élections locales, communales, urbaines, etc., etc. Donc, il faudrait ajouter une prévision monétaire de l'ordre de 400 millions. Donc, si vous faites la sommation, on voit que ce sont des montants exorbitants. Exorbitants par rapport à la capacité de recouvrement de notre budget. Vous savez que normalement, dans notre budget, plus ou moins, nous avons une capacité de récolter à hauteur de 4 milliards de dollars seulement. Et donc, vous comparez les besoins et notre capacité financière, le gap, c'est vraiment, le contraste est très grand. Donc, il faut se poser la question de savoir est-ce que les institutions de la République démocratique du Congo ont-elles la capacité de financer ces élections? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une petite rétrospective, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui s'est passé dans les échéances électorales passées. Et donc, le problème a été récurrent. Je peux ici vous donner par exemple le cas de 2016. Il y avait un plan de décaissement qui prévoyait autour de 500 millions de dollars pour les élections. Mais le gouvernement n'avait libéré que 300 millions.
Donc, ça veut dire plus ou moins le 60% de ce qui était prévu. Donc, il y a un non-respect de cet engagement de financement électoral. Et puis, l'année suivante, donc l'année 2017, l'exécutif avait prévu un plan de financement qui n'était accompli que sur le 25% de ce qui était prévu. Et donc, la même situation a été réitérée en 2018, en 2020, aujourd'hui, par exemple, en 2021, c'est-à-dire à 2 ans de la célébration des élections, notre budget indique un montant, un plan de décaissement de 64 millions de dollars. Mais à ce jour, il n'y a que le 15% qui a été décaissé. Et donc, cette projection historique nous démontre que nous avons un sérieux problème, c'est celui des financer. Par nos propres moyens, encore, peut-on espérer le concours de nos partenaires financiers et techniques? C'est une autre question. Mais moi, je voudrais relever comme la première contrainte, celle de l'ordre financier, c'est-à-dire le financement. La deuxième contrainte qui s'ajoute à cela, c'est la contrainte sécuritaire. Comme vous le savez sûrement, notre pays est en proie à des conflits armés, surtout dans l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans le Tanganyika, la partie Est. Et donc, cette donne sécuritaire-là, elle affecte la qualité des élections. Donc, il faut d'abord régler aussi les questions sécuritaires parce qu'ils ont une implication sur la qualité, sur la transparence, la crédibilité des élections. Nos problèmes sécuritaires sont liés au fait des groupes armés d'abord. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il y a aussi des violences électorales qui sont cycliques chez nous et qui sont instrumentalisées par les propres politiciens. Donc, on instrumentalise des populations pour des intérêts électoraux de certaines personnes. Et si nous continuons sur la donne sécuritaire, nous voyons aussi que, surtout à l'Est, il y a cette connexion-là de ce qu'on appelle les tireurs de ficelles, c'est-à-dire les gens qui alimentent les groupes armés à des fins tout à fait politiques. Et donc, la question sécuritaire, elle est aussi importante. Et pour terminer, nous sommes sous les chocs de la pandémie de Covid-19. Donc, il y a des contraintes d'ordre sanitaire. Pour organiser ces élections, il faut prendre en compte tous ces aspects. Comment éviter que lors des opérations électorales, cela soit une occasion de propagation peu élevée de cette pandémie. Si je vous comprends bien, le pays en 2023 ne sera pas en mesure d'organiser les élections comme souhaité, mais pourquoi pas tendre la main, par exemple, à la communauté internationale, comme c'était le cas à l'époque de l'abbé Apollinaire Malou, paix à son âme. Bon, moi je crois que je ne fais que relever les défis qu'il y a devant nous et qu'il convient que la classe politique, les institutions politiques en prennent conscience, et non pas comme des obstacles incontournables, mais sinon que ce sont des problèmes qui convient de prendre des stratégies pour le relever, pour les obstacles, les écueils à évincer. Oui, parce que vous parlez déjà de défis, mais quels sont les défis exactement à relever par la centrale électorale des Kadima? Oui, bon, moi je crois que l'installation du bureau de la commission, l'installation de la commission électorale indépendante qui est présidée par M. Kadima, elle est confrontée à des grands défis. D'abord, il faut saluer que le bureau a été installé, c'est déjà un premier pas parce que c'était un préalable nécessaire. Mais deuxièmement, après l'installation, il y a la question du démembrement de la CENI. La CENI a des ramifications, il y a des démembrements qu'il faut opérer. En plus de ce démembrement, il faut passer au recrutement et à la formation de ce personnel qui vont accompagner le processus, toutes les opérations électorales. En plus de ce démembrement, en plus de recrutement, la formation et l'éducation civique, il faut aussi comprendre que ces acteurs-là doivent être formés, mais il y a aussi une exigence de passation de marché. Parce qu'à partir de ce moment, une fois installé, une fois démembré, une fois recruté et formé, la centrale électorale doit commencer le processus de passation de marché. Et cela doit se faire selon les règles, les lois concernant la passation de marché. Si vous regardez les temps
que cela prend entre les démembrements, la formation et l'éducation, donc on tourne autour de 6 à 9 mois déjà. Le processus de passation de marché, plus ou moins 3 mois. Et à cela, il faut ajouter l'exécution des marchés. Donc on parle encore d'autres 6 mois. Donc ce sont des questions qui sont très pertinentes et il faut les épingler en ce moment-ci et avoir un plan stratégique pour les affronter. Donc ce sont les premiers défis qui attendent le bureau de M. Kadima, mais encore, il faut maintenant passer à la planification et à la mise en œuvre du plan opérationnel de la CENI. Là, ce sont des questions encore beaucoup plus importantes parce qu'il faut parler des 3 étapes. Toutes les opérations en lien, les opérations préélectorales, les opérations électorales et les opérations post-électorales. Moi, je crois que c'est un travail des titans qui attend ce bureau. Mais il y a le gouvernement de Sam Malokonde qui prévoit aussi d'organiser le recensement et l'identification. Mais quel est le lien entre ces opérations et le déroulement des élections attendues? Oui. Si nous analysons le programme du gouvernement de monsieur le Premier ministre Sam Malokonde, nous verrons qu'il a, parmi les axes, il a pris aussi la question du dénombrement de la population. Le dénombrement de la population signifie l'obligation de réaliser non seulement l'identification de la population, mais aussi le recensement. Ce sont 2 opérations différentes. Mais alors, ce qui est à craindre, c'est d'associer ces 2 opérations, l'opération d'identification de la population, l'opération de recensement, avec les opérations électorales, entre autres l'enrôlement. Il est vrai que le gouvernement Sam Malokonde a averti qu'il n'y aura aucun lien entre le processus d'identification et de recensement, qui sont des opérations tout à fait normales dans un État, parce qu'il faut connaître la structure de la population pour évaluer les besoins. Donc c'est l'identification qui permet de connaître ce qu'on appelle les besoins de l'État infrastructurel. On a besoin, par exemple, dans une zone, il y a combien d'habitants, et pour les questions sécuritaires, par exemple, on aura besoin d'y mettre combien de policiers. Mais avec les temps qui nous restent, parce que nous sommes déjà bientôt là, 2022, vous pensez qu'avec le temps qui nous reste, ça sera possible de recenser et d'identifier facilement la population dans l'ensemble du territoire national sans embâge? On sait que l'état de siège gagne du terrain à l'est, à Ituri et consorts, mais vous trouvez que ça ne va pas nous prendre du temps et nous risquons de ne pas avoir les élections à la date prévue? Non, moi je crois que le danger c'est de conditionner les opérations d'identification, c'est-à-dire le dénombrement de la population par l'octroi d'une carte d'identité nationale à chaque citoyen congolais, avec la célébration des élections. Ce qui est souhaitable, c'est la mutualisation entre les 3 organes qui sont chargés de ces opérations. Je parle par exemple, pour les opérations d'identification de la population, c'est l'Office national d'identification de la population qui est la structure chargée d'identifier la population. Donc, l'ONIP a déjà son plan pour procéder à ces opérations d'identification de la population et donc il a un budget qu'il a estimé pour ces opérations. Les opérations de recensement seront pilotées par le Bureau central de recensement qui appartient à l'Institut national des statistiques et donc au ministère du Plan. Donc, ils ont aussi un plan pour le recensement de la population et l'habitat. Et enfin, nous avons la CENI qui doit élaborer son plan pour l'enrôlement de la population. Donc, nous avons l'identification, le recensement et l'enrôlement. Ce qui est important, c'est de faire une jonction, c'est-à-dire une mutualisation entre ces 3 organes en vue de réduire non seulement les coûts économiques, mais aussi le temps des opérations. Et je crois que cette opération de mutualisation peut nous aider à avancer le plus rapidement possible et à atteindre ces objectifs. Je crois que c'est une exigence de mutualiser et de commencer le plus tôt possible. Et nous ne devons pas, en tant que Congolais, nous décourager pour dire qu'avec tous ces défis,
nous n'allons pas arriver aux échéances de 2023. Et je crois que c'est un engagement du chef de l'État. Les trois organes que vous venez de citer tout à l'heure oui. ont besoin de combien de temps exactement pour exécuter leurs responsabilités sans embâche? Non, mais je crois que ce qu'il faut tenir compte, c'est d'abord quelles sont les étapes, les opérations à effectuer. Il y a par exemple l'opération d'une cartographie pilote. Les timings coûtent... Oui, c'est important aussi parce que nous chaque opération a son timing. Okay. Il y a l'opération d'élaboration d'une cartographie pour toute la République. Il y a une cartographie pilote qui prendra son temps, une cartographie définitive. Mais il y a les opérations des collectes, des traitements et des transmissions des données. Toutes ces opérations-là peuvent être mutualisées en termes économiques, mais aussi en termes de temps. En termes économiques, il est vrai que le budget initial préparé par la CENI estimait toutes ces opérations à 900 millions de dollars, mais avec les efforts de mutualisation, nous sommes arrivés à 622 millions. Donc plus de 280 millions qui ont été épargnés par les efforts de mutualisation. Mais ce n'est qu'une prévision. Pour que cette mutualisation ait lieu, il est nécessaire de procéder à des réaménagements en termes législatifs. Par exemple, on ne peut pas identifier la population sans toucher la question de l'état civil. On identifie les Congolais avec quels documents? Et qui élabore ces documents et comment? La question de l'habitat, les adresses, c'est différent du processus électoral où chacun peut s'enrôler où il veut. Voilà, je trouve que ces trois structures seront butin un sérieux problème. Parce que tantôt, là, vous avez parlé du budget qui n'est pas assez consistant et puis... ça ne sera pas facile à l'ONIP, à la CENI et au ministère du Plan de travailler sans problème. Parce que sans argent, problème logistique qui se pose avec acuité et consorts, ça va se passer comment? C'est bien d'analyser, c'est bien de donner des idées qui peuvent aboutir à des bonnes propositions, mais ça va se faire comment tant que le budget n'est pas consistant? Là, vous allez retomber sur le piège de recourir à la communauté internationale. On sait quand la communauté internationale a la même mise sur le procès électoral, il dicte tout. Bon, moi je crois que parmi aussi les défis qui attendent le bureau de M. Kadima, c'est d'abord de faire un audit de tout le matériel que nous avons acquis durant les processus antérieurs. Il y a par exemple les kits d'enrôlement, les machines à voter, dont l'État laisse à désirer. On ne peut même pas parler de ça. Et même certains matériels roulants. Et donc, déjà le bureau de M. Kadima doit procéder à un audit pour savoir, parmi ces acquis-là, à qui on a donné le nom d'innovation, qu'est-ce qui reste? Il faut auditer. En plus de cela, il faut aussi auditer les fichiers électoraux. Hein? Il est nécessaire de les auditer avant de procéder à des ajouts. Parce que les nouveaux majeurs, il faut les mettre quelque part. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas auditer, professeur. Il faut tout refaire. Bon, il y en a qui disent que le fichier électoral est inexistant. Il y en a qui disent aussi que le fichier électoral il est inexploitable. Bon, ce sont des réponses qui doivent être données par la CENI. Qu'est-ce qu'on fait de ces fichiers électoraux? Il faut tout refaire ou il faut les nettoyer? C'est parmi les grands défis qui attendent M. Kadima. Mais avec tous ces éléments, il doit être maintenant en mesure de présenter un plan stratégique, logistique et financier. Je crois que ce n'est pas un travail facile. Et c'est peut-être à partir de ce plan qui nous sera présenté qu'on sera en mesure de juger s'il est réaliste ou pas. Mais je crois que c'est encore plus tôt d'anticiper. Donnons-lui la chance de s'exprimer et de nous donner les documents qu'il nous faut et nous allons procéder à l'analyse. Merci pour cet éclairage. Professeur, vous trouvez qu'est-il possible d'arriver à un consensus sur les réformes électorales? Quelles réformes sont-elles nécessaires selon vous? La République démocratique du Congo a effectué l'une des plus longues transitions démocratiques de l'Afrique, 16 ans. La transition a commencé sous Mobutu en 1990 et elle a pris fin en 2006. Et notre jeune démocratie n'a qu'une dizaine d'années.
Donc nous sommes dans la phase de consolidation démocratique. Donc nous sommes encore une démocratie fragile. C'est pour ça que le consensus est nécessaire, parce que nous allons établir les règles du jeu. Et il faudrait que tous les acteurs s'approprient de ces règles-là. C'est là la nécessité du consensus. C'est quelque chose de très souhaitable pour éviter les dérapages, pour éviter les conflits post-électoraux. Et le pays ne peut plus se permettre ce genre de déstabilisation. Et donc, je voulais par là insister sur la nécessité, sur le besoin d'établir un consensus autour des questions électorales. Il est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait un consensus d'abord au niveau de la CENI, la loi portant restructuration de la CENI. Il y en a qui ont accusé cette loi d'être une réforme un peu des façades cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'il y avait des propositions de dépolitisation du bureau de la CENI. Mais cela n'a pas été possible parce que nous avons une tradition selon laquelle cette parité n'existe pas entre les trois composantes de la CENI. C'est quelque chose que nous avons hérité depuis Sun City, c'est que même si on a donné la présidence à la société civile, parce que vous vous souviendrez que durant la période 1+4, la société civile ne participait pas dans l'espace présidentiel, il fallait leur accorder en échange, en compensation, la présidence de certaines institutions d'appui à la démocratie. C'est comme ça que la CENI revient, la présidence de la CENI revient à la société civile. Mais le poids repose sur la composante politique entre majorité et opposition. Cela n'a pas été possible, mais on aurait bien souhaité cette parité, mais enfin, la politique a ses exigences. On a raté cet équilibre dans les composantes de la CENI. Mais ce qui était important, et je crois que c'est là le cheval de bataille concernant la candidature de M. Kadima ou la présidence, la vendetta autour de la présidence de la CENI, c'est que la loi sur la CENI accorde beaucoup de pouvoir au président du bureau. Alors, ce qu'il faut, c'est de répartir un peu ces pouvoirs entre le président et les autres membres du bureau et arriver à une sorte de collégialité dans la prise de décision. On a l'impression que la pièce maîtresse de toutes ces opérations électorales, c'est le président du bureau. D'où cet effort, cet acharnement pour le contrôle de la personne qui doit animer l'institution. Et il y a aussi la question de l'audit de la CENI. On aurait souhaité un organe d'audit interne qui soit permanent de la CENI. Alors, tous ces aspects qui ont été revendiqués n'ont pas été tenus compte dans la version finale de cette loi restructurée. Mais est-il qu'il y a eu quand même des modifications qui ont été apportées à cette loi, mais le consensus n'a pas été possible. Mais merci, professeur. Comment jugez-vous les réformes menées par la Chambre basse du Parlement en ce qui concerne la loi sur l'organisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, institution d'appui à la démocratie? Bon, la proposition de loi Lutundula qui était présentée il y a longtemps a eu la chance d'être appropriée par la société civile et les autres organisations qui ont apporté des propositions d'amendement. Je me réfère ici particulièrement au groupe G13 qui ont établi un document, un rapport sur le consensus autour de la question électorale. Il y a eu des revendications qui ont été prises en compte et il y en a d'autres qui n'ont pas été prises en compte. Mais toujours est-il que la complémentarité a été respectée. Nous avons ici à épingler le rôle important que joue désormais l'Assemblée nationale dans le processus de désignation. Ça a toujours été comme ça, mais cette fois-ci, on voit que l'Assemblée nationale joue un rôle dans la configuration finale des animateurs de la CENI. D'abord, on a laissé les composantes procéder à un exercice interne de désignation. Cela a été un peu relatif selon les composantes, mais le rôle de l'Assemblée nationale a commencé à partir du dépôt des PV de désignation. Et après les dépôts, normalement, c'est
c'était l'entrée du jeu de la commission paritaire mixte opposition-majorité qui devait être chargée de vérifier d'abord les profils des gens qui sont désignés dans les PV avec les conditions qui sont posées par la loi d'indépendance, de neutralité, etc., etc. Mais là, c'est l'interprétation qui a peut-être posé problème. Les uns ont interprété que la commission n'a pas été bien structurée, elle a été instrumentalisée. Et puis d'aucuns au sein de l'opposition qualifient ces réformes des réformettes. Oui, bon, c'est parce qu'on aurait bien voulu, l'opposition surtout, d'approfondir dans la restructuration de la CENI et de changer de paradigme même. Hein, que ce ne soit pas ce paradigme-là d'un organe de gestion des élections qui soit mixte, mais plutôt qui soit majoritairement contrôlé par la société civile. Je crois que c'est ce défi-là qui n'a pas été relevé et qui a frustré les uns et les autres. Mais je souligne le fait que le rôle prépondérant que joue le Parlement aujourd'hui, c'est au fait une sorte de tutelle sur ce qui se passe dans le processus de désignation et l'entérinement par l'Assemblée nationale prouve que réellement l'organe qui représente la souveraineté populaire s'approprie de ce processus et l'investiture qui est faite par le président de la République consiste simplement à garantir que le processus légal et constitutionnel a été régulièrement suivi. C'est le sens qu'il faut donner à l'investiture qu'a donné le chef de l'État. Vous êtes un grand professeur de droit. Vous trouvez que la désignation, l'entérinement de Denis Kadima a respecté les lois de la République? Vous savez, madame, il est très difficile de se positionner dans un débat politique quand on n'est pas militant. Moi, je suis un professeur de droit, donc je ne suis pas un militant d'un parti politique. Mais je tiens à relever le fait que, dans son message à la nation, le chef de l'État a pu démontrer comment le processus actuel a été différent avec l'épisode de Ronsard Malonda. Je crois que c'était une pédagogie qui a été exercée par le chef de l'État qui consistait à dire que le processus de Ronsard Malonda, si le président n'avait pas investi Ronsard Malonda, c'est parce que la procédure était viciée. D'abord parce que l'Assemblée nationale qui était convoquée à cet effet n'avait pas prévu à l'ordre du jour l'entérinement de candidatures de membres de la CENI. Ensuite, sur les 12 ou les 15 membres qui devaient composer la CENI, il n'y avait qu'un seul PV. Donc c'est comme si c'était le moment juste pour faire passer dans le cafouillage une candidature désignée. Mais là, nous avons aussi un fait important. C'est que le chef de l'État a mis en exergue ses prérogatives d'arbitre et de garant de la Constitution. Mais pourquoi il n'a pas prêté une oreille attentive aux revendications de pères spirituels? Parce que maintenant, là, on voit, il y a la Cinco et les CC qui sont en train d'entreprendre une tournée héros-américaine dans les buts de rencontrer ceux qui peuvent, pourquoi pas, mettre fin ou arrêter certaines décisions du chef de l'État, surtout concernant la mise en place de membres de la centrale électorale. Il faut relever le fait que c'est un processus qui est très éloigné du chef de l'État. Il ne devait pas participer à cela. Je crois qu'il a laissé les propres acteurs mener les jeux. Et quelquefois, le Parlement, qui devait jouer le rôle de médiateur et d'arbitre entre les composantes, est intervenu. Mais je crois qu'un homme d'État, il a compris que la machine devait être mise en marche parce qu'on a beaucoup tergiversé et il fallait maintenant commencer le processus. Je viens de vous relever les grands défis qui attendent ces bureaux. Imaginez si on n'a pas encore mis en place le bureau de la CENI, on ne serait nulle part. Maintenant, au moins, on peut espérer qu'on nous présente un plan stratégique et logistique. Hein. Je crois que c'est en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions qu'il a pris cette décision-là. Mais quand on voit le numéro 1 de l'Église catholique, le cardinal Fridolin Ambongo, aller rencontrer le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, ça devait quand même susciter au chef de l'État quelque chose, revenir un peu en arrière ou faire appel
à cette catégorie pour harmoniser les vues? Bon, moi je crois que ce que le chef de l'État devait faire, c'est de ne pas s'immiscer dans le processus de désignation. Il a été un peu distant et laissé les acteurs. Mais lui, il a pris la décision, il a pris ses responsabilités en main. Je crois que ce sont les acteurs qui doivent se remettre en question à propos de leur agissement. Avec tout ça, le processus sera apaisé? Nous avons intérêt que ce processus soit apaisé. Nous avons intérêt à recoudre ce qui a été mal fait, à recadrer les choses, parce que nous sommes tous intéressés à la réussite de ce processus. L'Église est montée au créneau, fustiger l'équipe actuelle. Ça risque pas de susciter autre chose, parce que les 6 novembre déjà de ce mois, le 6 novembre, sauf imprévu, il y a des mouvements de protestation, de marche pour toujours mettre barrière à l'équipe Kadima. Le droit de manifestation, c'est un droit qui est garanti par la Constitution et ça revitalise la démocratie. Donc ça ne frustre pas? Non, les gens doivent s'exprimer et les autorités doivent prêter oreille aux revendications qui sont posées. Mais nous avons tous intérêt à nous mobiliser autour de ce processus, même si on peut accuser la désignation de ce bureau, que cette désignation est biaisée. Il faut comprendre qu'il y a d'autres mécanismes qui sont prévus pour encadrer le processus électoral, surtout au niveau de la base. Là, nous pouvons revenir sur les réformes électorales qui sont proposées. Il y a par exemple l'obligation de remettre à tous les témoins des PV de vote dans les bureaux de vote, et chaque témoin peut faire remonter ce PV à sa hiérarchie. C'est une façon de faire participer les autres acteurs à ce processus de contrôle des opérations électorales. C'est quelque chose de très important. Il faut peut-être maintenant nous apaisantir sur les réformes qu'il convienne de procéder dans la loi électorale. Comment contrôler ces processus par la base? Par exemple, l'exigence de publier les résultats bureau, si au départ, il y a déjà bureau par bureau. Si au départ il y a déjà des contestations, il y a ceux qui sont frustrés et consorts, vous pensez que l'avancement sera paisible? Le consensus aurait été souhaitable. Mais vous savez, nous sommes dans une démocratie et l'un des principes de la démocratie, c'est le principe majoritaire. Quel jugement vous faites exactement par rapport au travail abattu par la commission mixte paritaire sur la désignation de membres de la centrale électorale? Bon, je crois que je ne pourrais pas donner mon opinion sur quelque chose dans un travail auquel je n'ai pas participé, mais je crois qu'on avait tout intérêt à réunir un large consensus dans ce processus. Si ce consensus n'a pas été atteint, c'est quelque chose de regrettable. Le fait que le chef de l'État arrive à investir un bureau qui est incomplet de la commission électorale indépendante CENI, cela ne viole pas les règles du jeu, vous trouvez? Non, il n'y a aucune base légale qui oblige le chef de l'État à nommer tout le bureau dans une même ordonnance. C'est une pratique, mais devant les faits, devant les obstacles, je crois qu'on peut toujours s'y adapter. Ce n'est pas contre la loi. Quel crédit accordez-vous à ces bureaux qui est déjà là? Moi, je crois qu'il faut leur donner la chance. Il faut les accompagner. Et en même temps, il est nécessaire d'établir un contrôle citoyen de tout le travail qui sera abattu par ce bureau. Il y a des contraintes que la République démocratique est censée faire face. Vous avez énuméré des contraintes financières, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas autre contrainte, hormis ce que vous avez relevé? Non, j'ai relevé les contraintes d'ordre financier, les contraintes d'ordre sécuritaire et sanitaire, mais les autres, ce sont les défis qui attendent les bureaux, la commission elle-même, l'organisation de son travail, la planification, la mise en œuvre des opérations électorales. Et parallèlement à ces contraintes, il faut voir aussi en amont quelle jonction on peut faire pour mutualiser les structures et les financements dans les opérations de recensement et d'identification de la population. Voilà, professeur, l'échange, la remise et reprise entre le président sortant de la centrale électorale et quasiment le président entrant a eu lieu
à la chute de la semaine passée sans problème. Qu'est-ce que Kadima devait réclamer de nécessaire à son prédécesseur? Non, il n'a rien à réclamer. Ils ont fait la remise et reprise. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est des états des lieux. Comment il a trouvé l'organe de gestion des élections, c'est-à-dire avoir une photographie réelle de là où ils sont par rapport aux défis qui les attendent. Mais je crois que ce qui convient, c'est de ne pas... Kadima ne peut rien attendre du bureau sortant, mais plutôt de faire un état des lieux sérieux concernant la structure qu'il va diriger et établir une feuille de route vraiment conséquente par rapport aux défis. L'expertise, c'est bien, il doit être là. Il doit être là à temps plein? Bien sûr. Bien sûr. Les responsabilités qu'il a ne vont même pas lui permettre d'avoir une vie privée, je m'imagine. Il ne sera pas induit en erreur quelque part? Bon, il doit aussi s'entourer d'une bonne équipe. Déjà le bureau, l'appui, mais son propre cabinet. Et surtout, il y a un personnage très important, c'est le secrétaire exécutif national. Je crois que pour les opérations électorales, c'est aussi une pièce maîtresse, le secrétaire exécutif national. Et aussi les secrétaires exécutifs provinciaux. Voilà, nous parlons de la loi électorale. La loi électorale, ça suscite de débats, ça suscite de polémiques et consorts. Professeur, ce sont des textes qui posent problème ou les écoles de juristes qui donnent lieu à tout ça? Les textes sont là. Nous pouvons avoir une opinion sur ces textes, mais l'interprétation ne nous correspond pas. S'il y a des contestations, s'il y a des requêtes sur le contenu de ce cadre juridique, je crois qu'il y a des institutions qui sont chargées de cela. Nous avons un pouvoir qui est spécialement chargé de l'interprétation, non seulement de la Constitution, mais du contrôle de constitutionnalité de loi, qui est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un premier élément. Mais nous avons aussi un contrôle du contentieux électoral qui est fait à la même Cour constitutionnelle. Mais il y a aussi, en cas de contestation, puisqu'il s'agit d'une loi, nous avons un Conseil d'État qui est là pour évaluer la légalité. Cette loi électorale est modifiée à chaque cycle. Pourquoi le pays n'est pas en mesure de maintenir la même loi? Bon, je crois que cela dépend des impératifs qui sont liés au mouvement même de la démocratie. Les contextes sont changeants partout au monde et je crois que nous avons besoin de nous adapter à chaque contexte. Mais ce qu'il faut éviter, c'est des modifications instrumentalisées. Il y a des modifications qui sont nécessaires parce qu'elles corrigent. Parce que, par exemple, aujourd'hui, le consensus électoral qui est sur la réforme électorale qui est requise, c'est pour corriger les lacunes et les incohérences qu'on a constatées durant les élections de 2018. Donc, des fois, les modifications sont nécessaires quand il s'agit de corriger. Mais ce qui n'est pas bon, c'est d'instrumentaliser pour des intérêts politiques, pour des intérêts personnels, toute une législation. Mais l'actuelle loi présente telle de faiblesses nécessitant des renforcements? Bien sûr. Puisque ça suscite déjà des polémiques. Non, non. Je crois qu'on doit travailler vraiment certaines questions qui sont dans la loi électorale. Par exemple, il faut rendre obligatoire la publication de la cartographie électorale. Ça, c'est une exigence auquel nous sommes appelés à aborder. Il y a aussi, par exemple, la question de l'élection des gouverneurs, la question des PV, les opérations électorales dans les bureaux, etc., etc. Toutes ces questions-là doivent être réglées. Il s'agit de mettre à jour la loi, il s'agit de résoudre les problèmes qui ont été constatés et d'améliorer au fait l'applicabilité de cette loi. L'interprétation de ces articles nécessite impérativement une expertise en droit. Bon, moi je crois que c'est une matière technique. Okay. C'est une matière technique. Bon, vous n'allez pas donner à quelqu'un qui ne maîtrise même pas les fondements du droit, les sources du droit pour interpréter une norme aussi complexe que la loi électorale. Je crois qu'il y a
il y a un minimum de formation qui est requis et surtout, il y a des organes spécialisés en cas de contestation. On recourt pour que ces organes, ces structures, ces institutions interprètent erga omnes la loi. S'il faut, vous êtes connaisseur, s'il faut proposer de modifications de cette loi, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui peut changer? Bon, il y a beaucoup de points qui peuvent changer. Je peux vous les énumérer. Par exemple, il faut généraliser les scrutins majoritaires pour les élections législatives nationales et provinciales à toutes les circonscriptions électorales. J'ai parlé de la question des élections de gouverneurs de province. Il y a par exemple la question du scrutin majoritaire à 2 tours pour les élections présidentielles qu'il faut rétablir. Il y a la question de respecter la publication des résultats des votes bureau par bureau, l'obligation de donner aux témoins et aux autres représentants des organes d'observation électorale des PV. Donc il y a beaucoup de choses. Je crois que le groupe Budget 13... Il y a une observation qui a été faite. Les juristes semblent proposer ou interpréter les lois selon leur appartenance politique. C'est ça le danger. Pas d'objectivité. Moi, je crois qu'une interprétation aisée doit être exempte de toute inclinaison politique, parce que là, on n'est plus juriste, on devient militant. Et on protège la cause partisane. Et je crois qu'il y a une certaine neutralité qui s'impose quand il faut donner des interprétations à la loi. Avec l'actuelle loi, le personnage principal, c'est son président. Quel président? C'est son président. L'actuelle loi, c'est le président de la CENI. Ou non, il est parce que la loi électorale, la loi sur portant organisation de la CENI telle qu'elle est restructurée récemment, lui donne beaucoup de pouvoir. Et ça a l'impression qu'il décide seul. Ce qu'il faut favoriser, c'est la répartition des tâches au sein des membres du bureau. Parce que vous voyez, par exemple, entre le premier président du bureau, qui est aussi un personnage central, on voit que le deuxième vice-président ne s'occupe que des questions de sensibilisation et d'information sur le processus électoral. Donc, il faut amener à ce que les décisions aient un caractère beaucoup plus collégial plutôt que personnalisé. Comme je le disais, avec la loi électorale actuelle, le personnage principal, c'est le président qui attire l'attention de tout le monde vers lui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus ou que ça ne soit pas ainsi? C'est-à-dire que les décisions qui sont prises à ce niveau soient des décisions où toutes les composantes se retrouvent. Donc, essayer d'avoir un large consensus au sein de la CENI et surtout les gens se fixent sur ça par rapport au précédent. Nous sommes conscients de ce qu'a fait Ngoï Mulunda, nous sommes conscients de ce qu'a fait Nanga, nous sommes conscients de ce qu'a fait Malou Malou. C'est cette hantise-là. À chaque fois qu'il y a parce qu'on a vu que ce sont des personnages qui sont là au service du président. À chaque fois qu'il y a modification de la loi électorale, c'est toujours l'opposition qui est victime, qui se sent lésée. Bon, parce que très souvent, on a l'impression que celui qui a la machine, il organise les choses selon ses bénéfices. C'est tout à fait normal. Le rôle de l'opposition, c'est de contrôler. Alors, si en contrôlant très souvent, quand il y a des processus de réforme électorale, les propositions émanant de l'opposition sont rejetées. Alors, ils ont l'impression que tout a été bien orchestré pour ne prendre en compte que les réformes qui viennent des partis politiques au gouvernement. Professeur, vous trouvez qu'une loi doit être une affaire d'une majorité? Dans la démocratie, c'est le principe majoritaire que j'ai dit au début. Mais il est souhaitable parce que les minorités ont aussi des droits. Les minorités doivent être protégées. Mais ce qui est important, c'est que pour des matières qui sont aussi sensibles pour une démocratie en processus de consolidation, le consensus est toujours souhaitable parce que tous les acteurs, toutes les parties prenantes se retrouvent, s'approprient, et ce qui va rendre le processus beaucoup plus crédible, beaucoup plus transparent, et cela va nous amener à éviter les contestations post-électorales qui déstabilisent les pays. Et aujourd'hui, avec tous les grands défis que nous avons à l'Est, la question sécuritaire, la pandémie, l'ordre international qui est en mouvement, des questions géostratégiques, nous ne pouvons pas nous permettre encore entrer dans un conflit post-électoral. D'abord, nous perdons le temps et ensuite,
cela ne facilite pas la gouvernance du pays. C'est la fin de l'émission de ce soir, Les Rendez-vous. Antenne A vous remercie amplement de l'avoir suivi. J'ose croire qu'en face de moi, c'était un professeur. C'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, j'ai reçu le professeur Kayamba Chichi Douba, professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale et chef du département de droit privé et judiciaire. Il est aussi directeur du Centre congolais d'études et recherches constitutionnelles. Pour la rediffusion de cette émission, le rendez-vous, c'est demain à 12h30. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.